Sabrina Esteli, que j'aurais dû présenter au départ, qui sont deux coiffeuses de tribu urbaine et qui ont fait la mise en beauté. Je pense qu'on peut applaudir, elles sont magnifiques. Aussi, je suis partie directement un peu avec la névrosité. Il y a Karine aussi qui est malade, mon associée de tribu urbaine qui n'est pas là ce soir, qui est malade aujourd'hui. Toi, comment est-ce que tu vis? Déjà, comment est-ce que tu es consciente que tu as la notion du risque, que tu es en train de prendre un risque, et comment est-ce que tu vis ça? Oui et non. Je pense que maintenant je suis plus consciente du risque, mais je pense aussi que parfois si on est trop conscient du risque, on ne le fait pas. Ouais. Et si je savais en sortant de ma maison à Cuba tout ça qui m'attendait, peut-être que tu vois. Donc heureusement on a aussi cette fraîcheur, cette naïveté, cette envie de croquer le monde que nous pousse à l'avance et on n'est pas trop conscient. Et j'ai aussi la chance que je viens d'une famille des femmes très fortes, des guerrières. Donc ma grand-mère et ma mère, on était des grands exemples pour moi à ce niveau-là. Et m'ont dit, tu peux faire tout ce que tu veux pour autant que tu bosses et que tu donnes tout ça que tu as dans tes tripes pour l'avoir. Donc j'ai grandi avec ça, qui m'a donné beaucoup de sécurité. Mais après, c'est vrai que quand on sort dans le monde, on connaît différentes réalités, y compris aussi, tu parlais des femmes, aussi avec les rapports avec les hommes. J'ai beaucoup entendu, mais avec ton métier, mais comment tu vas faire? Mais qui même me suivra, tu sais, sinon tant pis. Je me suis même pas posé la question, tu vois. Pour moi, c'est absurde. Mais c'est vraiment des choses qui sont très ancrées chez certaines femmes et dans certaines cultures. Ah non, surtout, tu vois, ne brille pas trop parce que... Parce que tu vas être une menace, quoi, ça va être compliqué dans un rapport. What the hell, what the fuck. Non, tout à fait. Mais par contre, au cours de ton parcours, tu t'es bien rendu compte que tu as choisi un chemin risqué. Oui. Même si au moment où tu as fait le choix, tu t'es pas posé la question, mais après tu t'es rendu compte, je pense, comme Mamou, que c'est risqué. Bien sûr, mais je trouve aussi que le risque est très excitant. C'est vrai, dans le sens où, tu sais, quand je sens qu'il y a un tout petit peu peur, ça veut dire que là, il y a quelque chose de bien qui va se passer. Je suis en train de sortir de ma zone de confort, je sais pas comment je vais retomber sur mes pattes, mais je sais que je vais retomber sur mes pattes. Pour moi, en tout cas, ça se passe comme ça. Et oui. Bah, comme toi, moi j'ai aussi une maman incroyable, c'est vraiment une guerrière ultra courageuse aussi et tout, qui a pas du tout peur de risquer des trucs pour ses enfants ou autres. Elle nous a toujours montré cet exemple de faut essayer, faut se battre et tout. Mais par contre, la différence principale, c'est que en fait dans ma famille, j'ai toujours été un peu la meuf bizarre. Genre l'original de ma famille. Mais là, je parle vraiment de ma famille au sens large, mes cousins, tout le monde. Je suis la seule qui est dans mon délire, en fait, depuis que je suis petite. Donc déjà, j'étais un peu l'artiste, enfin, l'original de la famille. Donc du coup, il n'y a personne qui fait de la musique dans ma famille. Du coup, c'était vraiment un univers tellement flou et tellement abstrait pour ma mère que du coup ça lui faisait peur par contre. Mais par contre si je lui disais je vais dans le quartier d'en face faire du rap avec mes potes, elle était comme non, c'est un truc de voyou. Donc en fait parce qu'elle connaissait pas en fait, elle connaissait pas du tout cet univers là. En plus moi j'ai commencé le rap en 2003 ou 2004, il y avait encore, enfin c'était pas comme aujourd'hui où c'est vraiment une musique populaire que tout le monde connaît, tout le monde. Elle avait encore beaucoup d'a priori et elle comprenait pas pourquoi j'avais envie de faire ça particulièrement, parce que pour elle c'était un truc trop abstrait en fait. Et comme j'étais la seule dans mon délire, à part ma petite sœur qui lui disait mais non c'est bien ce qu'elle fait, t'inquiète, et ben personne comprenait mon délire. Et maintenant elle comprend? Maintenant oui, en fait quand j'ai fait les End of the Week, donc c'est les championnats internationaux d'impro en rap. J'ai fait ça en 2012 et je gagnais le championnat du monde à New York. Et là, en fait, je l'ai appelée pour lui dire que j'avais gagné. Et là, elle m'a dit « Ah ouais ?» Donc ça veut dire que t'es championne du monde. Et je dis oui. Et Mamou, toi, tu as parlé de... quand tu as dit que quand tu as découvert le crumb, ça a été, tu dormais un petit peu.
et que tout d'un coup, ça t'a permis de respirer. Ouais, non, je dormais pas. Je ne dormais pas. Non, je pense que j'étais très très consciente des attentes qu'il y avait par rapport à mon parcours. Okay. Et les attentes, comme je dis, de tout le monde. Hein, ça peut être vraiment de la famille, comme des enseignants, comme du monde. Et du coup, je voulais déranger personne. Donc Okay. C'est pour ça que je dis, j'étais un peu en apnée comme ça en me disant, ben, au moins là, je dérange pas. Okay. Ce qui est pas possible de vivre comme ça. C'est même pas de la survie, enfin, moi c'est pour ça que je dis j'étais en apnée, et puis je pense que j'ai vu cette danse qui m'a dit mais en fait là il y a une possibilité de respirer aussi. Donc il y a une notion un peu identitaire par rapport à qui tu es autour oui, de oui, je pense par rapport à qui je suis, mais surtout par rapport à ce que j'ai envie de dire, parce que il y a je pense que j'étais très au clair sur qui j'étais, très au clair sur qui j'avais envie d'être, mais il y avait un besoin pour moi de ne pas déranger dans tout ça. Et avec le crump, parce que je sais pas qui a déjà vu du crump, c'est une danse qu'on peut pas ignorer. C'est quelque chose, à un moment donné, s'il y a ça qui se passe, on doit s'arrêter et regarder. Donc je pense que quelque part, c'était tellement à l'antipode de ce que je vivais, ce que j'incarnais, que ça m'a touché, mais plutôt parce que c'était tellement loin. Je me suis dit, mais si j'arrive à faire ça, ce serait incroyable. Donc je pense que ça m'a réveillée un peu en me disant, ah ok, il faut que je respire, il faut que je dise ce que j'ai à dire. Et puis je pense aussi, pour rejoindre avec l'autre question, que le fait que je n'y aille pas totalement dedans, j'ai pas envie que ça devienne mon travail en fait, de devoir comme ça toujours dire des choses, parce que je vais puiser dans quelque chose qui est intime. Et puis si être dans l'intime c'est mon travail, ça me dérange un peu. Okay. Donc de pouvoir avoir le choix de dire, ben voilà, cette scène j'ai envie de l'investir, j'ai envie de raconter ça. Puis certaines scènes de dire non, ça m'intéresse pas. Ouais. Puis savoir qu'on va quand même avoir un toit sur sa tête. Enfin, moi, je pense qu'il y a cette liberté-là que ben, je m'oblige à garder parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir cet espace. Donc je pense qu'il est vraiment nécessaire. Je pose la question de l'identité parce que c'est vrai que pour moi, la création de Tribu Urbaine, ça a vraiment été aussi un parcours identitaire et ce sentiment de vivre en apnée, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, mais que tout d'un coup... tu respires, même si c'est implique du risque, etc. C'est vraiment quelque chose que je ressens très fortement. Que dans cette création, il y a vraiment j'embrasse mon identité, j'embrasse qui je suis, je dis qui je suis, je hurle qui je suis. Clairement. Ouais, bah, je te rejoins totalement. Et puis ça va être justement sur les projets que je vais choisir. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je dis vraiment toujours à chaque fois, je sais pas. Merci. C'est par exemple là les projets qu'on me propose, on me propose des projets où on me donne des cartes blanches, t'as 30 minutes, t'as autant d'argent, écris-nous quelque chose. Et du coup je me dis mais quand t'as ces opportunités là, raconter quelque chose qui justement vient de soi et viscéral, c'est hyper important. Là par exemple, c'est parce que c'est en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui aussi, la prochaine pièce que je fais c'est justement en lien avec le cheveu et c'est pas vraiment en lien avec mon parcours mais en lien avec cette notion de professionnalisme et comment est-ce que ça nie l'existence de beaucoup et puis on colle l'étiquette de professionnalisme et puis d'un coup c'est comme si on ajoute à tes charges financières 300 francs par mois qui sont 300 francs de professionnalisme qu'on va jamais te payer mais que tu es censé tu vois, c'est quelque chose que je trouvais hyper violent et du coup je me dis de pouvoir en parler sur scène comme ça, moi ça me fait plaisir. Ouais. Mais oui, du coup, quand on me dit tu as le droit de parler de ce que tu veux, je me dis faut que ce soit quelque chose dont j'aurais eu besoin. Ouais, complètement. Toi, Juliane, comment ça se... Toi, tu as une formation classique, très rigoureuse, et pourtant tu as dit que tu voulais justement tu voulais pas être rangée dans une case. Alors, j'ai l'impression que tu associes justement peut-être cette formation classique à quelque chose de l'ordre de la case, de l'enfermement, en tout cas quelque chose d'étroit. Et comment tu t'es découverte, comment ton identité, ou moi j'aime bien l'expression l'expression l'héritage, s'est exprimé à travers les projets que tu mènes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que bon, j'ai une formation classique, mais il ne faut pas oublier que je suis née à Cuba. J'ai vécu ma vie en grand écart entre d'un côté et mon violon avec toutes ces traditions européennes. J'avais une prof russe hyper rigoureuse et d'un autre part les tambours sacrés de mon pays. Et j'ai toujours vécu entre ces deux-là et je vis toujours d'ailleurs entre ces deux mondes-là parce que c'est deux mondes que j'adore. Et
c'est très, je pense que peut-être plusieurs personnes l'ont vécu à d'autres niveaux, mais quand on est musicienne destinée ou prédestinée en tout cas à être musicien classique, déjà, ce n'est que par les couleurs de ma peau. Il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient tout simplement pas que j'étais violoniste. Moi, j'ai une anecdote que je n'oublierai jamais. À Paris, une fois j'étais en tournée, et à l'époque, j'allais acheter un nouvel archet pour mon violon. Non, un nouveau violon. Je cherchais mon violon, en fait. Et parce que j'avais un violon qui était prêté par les conservatoires à l'époque. Et donc, je rentre dans le magasin chez les luthiers à Paris et je lui dis, je suis violoniste et j'aimerais essayer des violons. Et il me sort, mais vraiment une boîte de sardines, quoi. Vraiment le pire violon qu'il avait dans son atelier. Je commence à jouer ça, je me dis, mais c'est un truc ignoble, ça. Je lui dis, vous pouvez me donner un violon, quoi, un violon. Il me donne un deuxième violon aussi, épouvantable. Et là, je me dis, peut-être qu'il n'a pas compris que je suis professionnelle, en fait. Et c'est toute une histoire, parce que dans nos têtes, on n'a pas envie de rentrer là. On n'a pas envie de se dire, c'est parce que ma couleur, c'est parce que j'ai les cheveux comme ça, mais quelque part, tu ne peux pas éviter qu'il a tout plein de gens qui rentrent dans les magasins et ils montrent des bons instruments, et tout d'un coup, toi, comme par hasard, il te donne vraiment les déchets qu'il a dans l'atelier. Et là, tout d'un coup, en fait, à l'époque, je jouais un violon qui était, comme je dis, prêté par les conservatoires, qui était de 1800, de l'année 1800. Donc, les violons, c'est des instruments hyper chers. Et je l'ai dit, j'ai besoin d'un violon comme celui-là que j'ai maintenant, de 1800. Mais en me référant à l'année, pas au prix, parce qu'un violon de 1800, c'est rien du tout. Et il me sort encore un violon de 1800 €. C'est-à-dire un violon qu'un étudiant qui commence utilise et pas un professionnel. Et là, je me rappelle, j'ai sorti en pleurant du magasin, j'étais avec un copain et contrebassiste, et j'ai sorti en pleurant de l'impuissance de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je prouve que ce monsieur, il a même pas eu l'intérêt d'entendre comme je jouais, et que simplement par l'effet de comme moi je me vois, il pense simplement que je ne suis pas fiable, que c'est hors de question que je puisse être une violoniste professionnelle. Et donc, quand on vit ce type d'expérience, on se rend compte que finalement, il a deux façons d'affronter ça. Celle qui était ma première option, c'est dire on se fasse, on essaie de rentrer le plus possible dans la masse, s'il vous plaît, pas un seul frissotis, pas un seul boucle. On essaie de dompter tout ça qu'on a. Et quelque part, un jour, on se dit, mais non. Non. Fuck. Oui. Non. Et en fait, tout a explosé pour moi presque en même temps. Et c'est très significatif par rapport aux cheveux, parce qu'il y a des moments aussi où je me suis dit, j'arrête d'essayer d'avoir les cheveux que je n'ai pas. J'arrête d'essayer de ressembler à quelque chose que je ne suis pas. J'arrête d'essayer de rentrer dans une case, dans quelque chose que... Des moments où j'ai commencé cette démarche, j'ai commencé aussi à changer de musique. J'ai commencé à faire quelque chose qui était moi, qui était en tout cas la recherche de moi, beaucoup plus personnelle, à reprendre contact avec mes racines afro-cubaines, à recommencer à chanter. Donc en fait, tout ce processus, l'air de rien, c'était vraiment pour moi, en tout cas, comme un déclencheur de dire ça suffit. Je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Merci beaucoup. Et toi, Katé, ton identité musicale, parce que, ok, le hip-hop, le rap, mais t'as une identité propre. Ouais. La Katé, comment est-ce que ton héritage a joué, je pense évidemment, mais dis donc, quel rôle, comment tu t'es construite catégorique? Franchement, ça a pris beaucoup de temps, hein, parce que, comme je disais, j'ai commencé à rapper à 13 ans. Donc à ce moment-là, c'était le début des années 2000, donc je faisais vraiment essentiellement que du boom bap. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment le rap old school, en fait, qui tape comme... ce genre de rythmique. Allez, encore. C'est vraiment les sons old school, donc j'avais vraiment que... Et en plus, j'étais vraiment très... j'avais besoin, en fait, de beaucoup travailler mon écriture avant de pouvoir explorer d'autres trucs.
parce que je me sentais pas encore, comment dire, je me sentais pas encore, j'avais pas l'impression de maîtriser assez bien le rap pour prétendre de dire que j'avais mon style en fait. Donc du coup j'étais sur les bases, sur les classiques en fait vraiment. D'ailleurs mon premier projet que j'ai sorti en 2016, c'est un projet 100% boom bap. Il n'y a que des morceaux à l'ancienne dessus. J'ai pris aucun risque, il n'y a aucune voix à chanter, il n'y a rien, c'est très... C'était très scolaire en fait, finalement, tu vois. Et une fois que... d'ailleurs, les gens ont beaucoup apprécié ce projet, ça s'est très bien passé et tout, mais c'était un projet que j'ai vraiment apprécié, que j'ai kiffé et tout, qui représentait beaucoup pour moi, mais c'était pas encore 100% moi-même. Parce qu'il y a aussi plein d'autres choses que j'écoute. J'écoute beaucoup de coupés décalés de musique ivoirienne et tout. J'écoute beaucoup de reggae. D'ailleurs, tu vas jouer en Abidjan, là. Ouais. Franchement, j'ai trop hâte. Le 11, là, ça va être ma première fois que je joue sur ma terre. J'attends ça depuis toute ma vie, en fait. Donc, je me réjouis trop. Et du coup, moi qui suis hyper... j'écoute beaucoup de musique ivoirienne tout le temps, tous les jours, que ça soit de la musique traditionnelle comme du rap ivoirien et tout, et du reggae, mais j'avais pas encore trouvé un moyen d'associer en fait ça et de trouver une identité sonore. Donc après j'ai sorti un EP en 2018 qui s'appelle Kunta Kita, où là vraiment c'était mon premier grand écart, on va dire, où en mode je me suis dit déjà, je ressemble pas aux autres, donc j'ai pas envie de faire ce qu'ils font les autres. Et en plus, maintenant, le truc très scolaire, 1 + 1 = 2, c'est bon, on sait que je sais le faire. Donc maintenant, j'ai envie de faire un truc qui me ressemble à moi, vraiment mon identité de guerrière, qui a les pointures sur le visage et tout.